Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Comment utiliser les data pour maîtriser ses taxes locales, contrôler, anticiper et digitaliser. Je me présente, je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer le webinaire. Alors, je suis également accompagnée de Marie-Christine Poteau, qui est directrice opérationnelle de la société Real Data for Real Estate. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Nous sommes également accompagnés de Pascal Louis-Marie, qui est manager en fiscalité locale, Property Tax et Mingmap. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bonjour Lorenza. Alors, ce webinaire est enregistré. Nous allons également réserver une session de questions-réponses à la fin. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Je vous invite désormais à découvrir ensemble le programme qui va rythmer cette fin de matinée. Alors, dans un premier temps, Marie-Christine prendra la parole autour de la présentation de la marketplace Real Data for Real Estate. Ensuite, prendra la parole Pascal sur contrôler et budgéter ces taxes, ce qui va nous amener à nous poser la question suivante, comment appréhender les nombreux défis digitaux? Puis nous allons terminer avec Marie-Christine qui va clôturer ce webinaire avec l'offre aiming sur la marketplace de Real Data for Real Estate. Je vais désormais laisser la parole à Marie-Christine en vous souhaitant un très bon webinaire à tous. Marie-Christine, la parole est à toi. Merci Lorenza. Donc juste, je vais pas être très long, quelques mots sur la marketplace Real Data for Real Estate. Donc il y a une marketplace qui a été créée et ouverte en avril 2024 et qui a pour vocation de fédérer tous les acteurs immobiliers autour de la data en présentant toutes les différentes solutions digitales utiles à toute la filière, une filière et comme vous allez le voir élargie, de faire connaître cette offre de data et de solutions digitales et de faciliter les relations entre détenteurs de solutions et les utilisateurs. Et comme vous l'aurez certainement compris, Hemming est un de nos exposants sur la marketplace. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ensemble sur ce webinaire. Donc, on va un petit peu plus détailler, Lorenza, s'il te plaît, les types de données que nous avons. Donc nous, notre ambition est de fournir de la donnée pour répondre aux besoins suivants. Donc de la donnée immobilier résidentielle pour donner des éléments sur les fonctions d'achat, vente, location, estimation des logements individuels. De la donnée immobilier tertiaire à destination de bailleurs, brokers, exploitants avec des données pour acheter, vendre, louer, évaluer les actifs tertiaires, de la donnée foncière pour mieux connaître les territoires. Donc, sur une base de cadastre de PLU, on va avoir toutes les données mobilité, les données Smart City, les données climat, nature des sols. De la donnée pour suivre la construction et suivi de chantier, donc plus à destination des architectes maîtres d'œuvre. Donc, sur une base d'identifier en chantier, on va avoir tout ce qui est BIM. La donnée, c'est pour ce qui est lié à l'exploitation bâtiment et perf énergétique. Donc, sur une base de référentiel bâtimentaire, on va avoir des données de consommation énergétique, de DPE, de qualité de l'air, on va avoir tout ce qui est GMAO. Et puis, en transversal à tout ça, des données de socio-éco pour suivre un petit peu l'analyse de l'offre et de la demande, comprendre comment se comportent les crédits, tout ce qui peut influer sur notre offre et notre demande. Lorenza? Donc là, c'est l'intérieur de la marketplace. Vous voyez qu'on présente les différentes données sous forme de catalogue. Aujourd'hui, on a 40, plus de 40 produits qui sont présentés avec 16 vendeurs sous contrat et on présente à la fois open data et data privée. Depuis notre ouverture, on a plus de 5000 visiteurs uniques depuis avril 24. Et là, je vous ai mis un screenshot de ce qu'on peut apercevoir quand on tape données immobilières résidentielles. Et vous voyez que pour faire la transition, nous avons l'offre d'Hemming, l'offre Hemming Map qui est présente. Merci Marie-Christine. Je me propose de prendre la parole. Donc, une des questions posées aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire est la suivante. Contrôler et budget ces taxes, certes, est-il encore possible aujourd'hui de les vérifier?
et de les projeter. Alors, si tu veux bien passer sur le slide suivant, je regarde l'auditoire présent pour ce séminaire. Je vous propose de démarrer par un bref focus sur la fiscalité qui grève l'immobilier pour mieux apprécier l'importance d'une bonne gestion de la data dans cette filière. C'est l'objet. Donc, quelques chiffres pour commencer, pour poser le contexte, avec un zoom sur les très emblématiques taxes foncières sur les propriétés bâties qui pesaient pour à peu près 46 milliards d'euros en 2022 et près de 51 milliards en 2023, dont 21 milliards pour les locaux professionnels, donc soit près de 10% d'augmentation en 2023 versus 2022. On pourra parler de projection sur 2024 ensuite éventuellement. Donc c'est une augmentation qui est la conjonction de deux éléments. D'une part, la hausse des taux, et d'autre part, la revalorisation des valeurs locatives, justement. Donc, globalement, on n'observe pas de flambée en 2024, une augmentation qui atteint à peu près 4%, contrairement à 2023, qui représentait une augmentation de plus de 7% par rapport à 2022. Cette taxe foncière sur les propriétés bâties aura tout de même augmenté de plus de 26% en 10 ans. Pour mémoire, il y avait une augmentation, par exemple, si on prend quelques localités, une augmentation de plus de 61% à Paris, 44% à Meudon, 33% à Grenoble, pour ne citer que ces communes. En 2024, on observe une hausse modérée dans les grandes villes. À peu près 80% des villes de plus de 100 000 habitants n'ont pas touché à leur taux, ou presque. Bon, si les taux ne flambent pas, cette charge n'en reste pas moins élevée et surtout les bases d'imposition peuvent avoir beaucoup augmenté. Pour les locaux d'habitation, si on parle de cette catégorie de locaux, chaque année, les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'acronyme IPCH, pour les plus habitués parmi vous, avec une augmentation de 3,9%. Alors, si le coefficient de revalorisation foncière des valeurs locatives pour 2024 s'établissait à 3,8%, 3,9%, il était de 7,1% en 2023, pour revenir sur le chiffre que j'évoquais précédemment. Cela signifie que les valeurs locatives des locaux d'habitation industriels et autres, à l'exception des locaux professionnels, ont été revalorisées de 11,23% en 2 ans. C'est le premier chiffre que nous vous mettons en lumière sur cette slide. Si la tendance semble être à l'accalmie récemment, soulignons toutefois que la 10e édition de l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, UNPI, donc cet observatoire souligne que c'est l'augmentation la plus forte depuis 37 ans. Ces 11% correspondent à un autre résultat qu'on se propose de vous relater. Donc, face à des recettes fiscales qui sont en constante augmentation, on s'est interrogé sur le poids de l'ATF, la taxe foncière, en comparaison des loyers acquittés. Alors, le résultat est homogène, il oscille entre 2 et 17% en fonction des endroits. En moyenne, il est de 11% du loyer d'un immeuble, justement. Et selon l'UNPI, cette taxe foncière peut représenter jusqu'à plus de 2,5 mois de loyer. Alors, nous serons d'accord sur un constat, c'est-à-dire que l'évolution des taux est facile à observer. C'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais quid des bases d'imposition, et notamment pour celle qui peut paraître le plus complexe à analyser, à savoir la base d'imposition des locaux professionnels, et encore plus particulièrement celle des locaux dits commerciaux. C'est important d'en avoir une idée pour mieux comprendre l'enjeu de l'utilisation des data, et notamment en vue d'une éventuelle utilisation de l'IA, qui est un projet ambitieux. Alors, on peut parler d'une complexité accrue. En effet, c'est difficile de faire plus complexe depuis 2017. Je vais vous dire pourquoi. Pour les non-experts, il faut savoir qu'on peut identifier jusqu'à 9 paramètres principaux qui influencent la base d'imposition des locaux professionnels commerciaux et industriels, bien que certains critères soient plus déterminants que d'autres. On peut commencer par la nature du local, commercial, industriel, locaux résidentiels. Cette nature va régir les méthodes d'évaluation, tarifaires ou comptables, avec un arbitrage qui est parfois très sensible à faire en fonction du poids des installations techniques, des matériels et outillages
industriels éventuellement présents dans les locaux détenus. Donc avec une valeur d'origine inférieure à 500 000 euros, qui est le seuil pour considérer qu'il s'agit de locaux commerciaux ou locaux industriels. Donc voilà pour la nature du local. Ensuite, on a la catégorie du local. On a le secteur d'évaluation où se situe le local, la surface pondérée du local, le tarif au mètre carré qui correspond à la catégorie et au secteur, le coefficient de localisation qui permet de tenir compte de la situation plus ou moins favorable d'une parcelle au sein de son secteur d'évaluation. Alors, soit dit en passant, c'est un levier essentiel qui est mis à la disposition des collectivités, que les collectivités utilisent avec plus ou moins de maîtrise, voire de connaissance, je me permettrai de dire. Donc, ça permet un travail de précision au niveau de la parcelle. Et ce coefficient de localisation est un véritable outil d'aménagement du territoire, par exemple avec une action en faveur des commerces de centre-ville, le développement de zones d'activité, etc. Alors, en plus de ces paramètres de base, il y a d'autres éléments qui peuvent influencer l'imposition. Il y a l'abattement forfaitaire de 50% appliqué à la valeur locative, d'éventuelles exonérations ou abattements spécifiques, et les taux dont nous avons parlé. Alors, donc, pléthore de critères. Et si à ces premiers critères que j'ai évoqués, on ajoute des mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels intervenus en 2017, donc des mécanismes tels que le planchonnement, le lissage et la neutralisation, vous comprendrez pourquoi la matière est complexe, très complexe, et que les datas correspondant à ces différents critères sont sensibles à exploiter. Donc ça veut dire, clairement, ça veut dire des sources d'erreurs multiples qui expliquent notamment le poids des restitutions de sommes indues et des dégrèvements qui sont prononcés à hauteur de 3 milliards d'euros en 2023 pour la taxe foncière et la CFE si on ne parle que des entreprises. Donc c'est pas surprenant que face à ce poids et à cette complexité de la fiscalité locale, de plus en plus complexité de plus en plus forte, jusqu'à nouvel ordre, on a vu gonfler le nombre des contentieux avec plus de 33 000 décisions rendues en matière de fiscalité et d'urbanisme. Alors, à cette complexité, on peut ajouter des échéances incertaines avec les deux dates que nous évoquons dans la troisième bulle sur ce slide. Ça me donne l'occasion de faire un très bref point sur les mécanismes atténuateurs qui, rappelons-le, concernent la taxe foncière, évidemment, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de même que la CFE. Donc, ces dates charnières sont 2026 et 2028. Pour les non-experts, rapidement, le premier mécanisme atténuateur est le planchonnement qui vise à atténuer l'impact de la réforme, notamment pour les locaux voyant leur cotisation doublée ou plus. Donc ça atténue l'impact pour les redevables, mais aussi pour les collectivités locales qui retirent de la matière fiscale de cette taxe, bien évidemment. Alors, ce planchonnement permet de réduire de moitié l'écart entre le montant de la valeur locative brute issue de la réforme et celui qui aurait été calculé sans réforme. Et ce dispositif s'applique jusqu'en 2025, a priori. Deuxième mécanisme, le lissage, qui lui, comme son nom l'indique, consiste à répercuter de manière progressive sur 10 ans l'écart qui est constaté entre 2017, entre le montant de la taxe foncière issue de la réforme, sans lissage, et celui qui aurait été calculé sans la réforme. Je vais pas aller plus au fond sur ce mécanisme. Donc, en tout cas, le lissage et le planchonnement devraient se prendre fin en 2026. Enfin, le troisième, on va dire, mécanisme atténuateur est le coefficient de neutralisation. Pour faire simple, en tout cas, essayer de faire simple, c'est égal au total des anciennes bases d'imposition sur un territoire donné, divisé par le total des bases d'imposition révisées. Donc, c'est au niveau d'une commune, si la somme, par exemple, des valeurs locatives des locaux professionnels avant la révision, avant 2017, était par exemple de 300 000 euros, cette somme restera de 300 000 euros et rester de 300 000 euros après la révision au niveau des valeurs locatives révisées nettes.
après l'application du coefficient de neutralisation, justement. Et même si la somme des valeurs locatives révisées brutes était en réalité de 600 000. Ce mécanisme d'atténuation, donc ce coefficient de neutralisation, est supposé disparaître en 2028. Encore faut-il pour cela que la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation soit bien maintenue en 2028 et rien n'est moins sûr. Alors, souvenons-nous que pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui a été votée en 2010, cette révision a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'à son entrée en vigueur 7 ans plus tard, en 2017. Donc, c'est très difficile d'anticiper ce qui se passera en 2028. Est-ce que le calendrier va être maintenu? On serait tardé à le savoir. Donc, fort de ces constats, comment vérifier et anticiper ces taxes? On va l'aborder rapidement sur les prochains slides. Donc, premier point sur les délais déclaratifs, sur les déclarations. Si on prend le cycle de l'immobilier, pour les taxes dites d'aménagement, vous recevez l'avis de taxe à payer dans les 6 mois à partir de la date de l'autorisation de construire qui vous a été accordée. Brièvement, donc de la qualité de la data déclarée, la réalité projetée dépendra, et de la réalité projetée, dépendra la justesse des taxes d'aménagement. Ensuite, les locaux sortent de terre, donc dans les 90 jours d'achèvement des travaux, pour bénéficier d'un abattement de 40% sur la part communale, il vous faut déclarer les modèles 6673. En cas de création d'un établissement, au cours de l'année N, vous devez faire parvenir au service des impôts des entreprises, au plus tard le 31 décembre de cette année N, une déclaration intitulée cotisation foncière des entreprises, c'est la 1447. Pour la budgétisation des taxes, notamment en vue d'une commercialisation, c'est la situation au 1er janvier qui doit être prise en compte, notamment par rapport à la construction. Pour avoir une idée approximative des futures taxes, on peut se référer au coût médian. Sur le troisième point, en fonction des typologies et de la localisation. Donc pour le foncier commercial, ces benchmarks existent pour vous permettre de comparer votre niveau de taxe. On va en reparler tout à l'heure. Il y a la vérification des surfaces par rapport à la situation réelle au 1er janvier, donc le point numéro 4. La typologie de taxation, donc certaines catégories de bâtiments, c'est le cas de la logistique par exemple, peuvent selon leur situation changer de méthodologie et être taxés soit en taxe foncière commerciale ou en taxe foncière industrielle. Autre point, alors une petite précision en matière de restructuration. Celles-ci n'ont pas le même impact sur les taxes foncières en fonction qu'il s'agisse de rénovation ou de démolition, destruction totale ou partielle. Lorsque ces restructurations portent sur des immeubles existants avant 2017, elles peuvent avoir un impact sur les mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs locatives, notamment le planchonnement qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, il faut observer les exonérations qui vous sont applicables, qu'il s'agisse d'exonérations de droits, en fonction de la qualité de l'occupant de vos locaux, tels que les établissements publics par exemple, ce qui peut avoir notamment un impact sur la TOM, ou par délibération annuelle pour tout type d'occupants. Alors, si l'un ou l'autre de ces indicateurs devait mettre en évidence une anomalie, je vous précise ou je vous rappelle qu'au 31 décembre 2024 se prescrivent la taxe foncière 2023, la CFE 2023, cotisation foncière des entreprises, ainsi que la taxe sur les bureaux en Île-de-France, en PACA, au titre de 2022, et la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de 2022. Sur le slide suivant, on va passer très rapidement sur les 3-4 prochains slides pour pointer quelles sont les bonnes pratiques. Vous me direz qu'elles relèvent du bon sens, mais je les liste tout de même. Premièrement, suivre l'évolution de la réforme. Vous avez bien compris. Il y a quelques questions, quelques incertitudes, que ce soit pour les locaux professionnels ou les locaux d'habitation. Anticiper financièrement pour faire face à une éventuelle hausse des taxes. Troisièmement, sur le slide suivant, évaluer l'impact spécifique sur vos locaux. Consulter les experts
car les outils et l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup actuellement et dont on parlera brièvement tout à l'heure ne permettent pas encore de maîtriser. Ça permet en revanche d'alerter, ce qui n'est pas rien, et d'orienter, ce qui n'est pas rien non plus. 5e point, planifier à long terme. Et enfin, rester vigilant. Ce qui nous amène, donc avec les mesures proactives nécessaires, ce qui nous emmène sur le cœur de notre présentation aujourd'hui, sur le slide suivant, Lorenza. Donc, il s'agit d'appréhender les défis digitaux, donc la dématérialisation des démarches fiscales, l'utilisation de la data et l'intelligence artificielle à terme en tout cas. Donc, en matière de fiscalité, le chantier est vaste, disons-le clairement, mais il y a des solutions, comme celle proposée par Emin, qui vont bon train. C'est une chose certaine. Du côté de l'administration, il y a des évolutions bien tangibles également. On va le voir ensemble sur ce slide, ce premier slide. Donc, la dématérialisation des démarches fiscales a en effet évolué avec plusieurs services en ligne pour faciliter les démarches des contribuables, mais surtout, je dirais, pour faciliter le travail de l'administration, dans un premier temps. Notamment dans le cadre des économies appelées par le contexte actuel. Économie en termes de ressources, j'entends. Donc, au plan déclaratif, pour le paiement des taxes et globalement en termes d'accès à l'information, avec également une communication supposée plus fluide. Donc, il y a la commodité de la déclaration en ligne, la possibilité du paiement dématérialisé, tout cela dans un espace numérique, etc. Donc, je pense que vous êtes nombreux à savoir que ça avance. Notons également l'accès à un système d'information géographique, dont les couches d'information évoluent d'année en année. Donc, beaucoup de choses très intéressantes avec un parcours utilisateur qui n'est pas encore forcément facile. Ça peut paraître un peu austère, mais sachez que tout n'est pas encore parfait, loin de là, avec des défauts de mise à jour d'informations observées ça et là, et des réflexes qui ne sont pas encore évidents à prendre pour le contribuable. Sur la slide suivante, je ne vais pas m'éterniser sur la fameuse illustration de la chasse à la piscine. Quand on parle de ça, on imagine le reste. Hein. Donc, s'agissant des méthodes d'identification d'anomalies et qui sont liées, rattachées au projet foncier innovant. Donc, c'est un projet qui permet à l'administration fiscale de recourir à des technologies innovatrices, d'intelligence artificielle pour automatiser l'exploitation de prises de vue aériennes, notamment, et de l'ensemble des données recueillies par l'administration fiscale. Donc, il y a des démarches qui vont notamment dans le sens de la lutte contre l'artificialisation des sols. Je savais que j'aurais bugué là-dessus. Donc, ce qu'on appelle le ZAN, pour être plus clair. Bon, on peut imaginer de ce qui pourrait être mis en place par l'administration au sujet des démolitions de construction et pourquoi pas en faveur du contribuable. En somme, il y a un travail en cours de data mining fiscal qui consiste à croiser tout ce qui peut l'être en termes de données pour mettre en évidence des anomalies et déclencher les contrôles fiscaux. Et oui, et pour identifier les cas de fraude potentiels. Alors, pour précision, en 2021, 44% des contrôles fiscaux ont été programmés grâce au data mining avec une augmentation d'environ 10 points de pourcentage par an depuis son introduction, donc avec une forte accélération. Donc, il s'agissait d'attirer votre attention sur ce que l'administration fiscale met en place. À présent, je vais revenir avec vous, propriétaires exploitants de locaux, sur ce que vous êtes en mesure de faire par rapport à la data. Sur le slide suivant. Alors, l'interaction et surtout le rapprochement. Je vais plutôt faire un point sur le rôle de la data dans cette filière, hein, côté redevable. Comme dans toutes les activités, il y a naturellement un besoin d'amélioration des performances et une maîtrise des charges qui nécessite pour tous les acteurs que vous êtes de pouvoir animer rapidement un volume important d'informations géolocalisées, donc qu'elles proviennent de l'administration, des collectivités qui ont, je vous le disais, développé des SIG, des interfaces de programmation d'application, hein, ce que vous entendez en termes d'API. Les professionnels de l'immobilier doivent pouvoir s'en saisir pour les intégrer et les exploiter. On peut considérer que c'est un levier de performance
Gaming met en avant dans son développement pour le compte des redevables notamment. Mais les datas sont de nature et de sources multiples, avec une dématérialisation, des extractions de tout type de format, CSV, notamment sur la plateforme Gérer mes biens immobiliers, avec des imprécisions de toute provenance. Donc ces datas sont de qualité variable et il faut savoir retraiter ces informations. Donc l'interaction et surtout le rapprochement de ces différentes données stratégiques, autrement dit la capacité à les faire se parler, permet de répondre aux besoins et aux appels d'une filière immobilière sensible, exigeante, que vous ne me direz pas le contraire. Et il s'agit de faire interagir tout ça. C'est un socle nécessaire, indispensable à l'intervention de quelconque IA. Vous êtes naturellement préoccupé par l'obligation de prévoir, avec les besoins de forecast systématiques. Ces budgétisations doivent et seront sécurisées par votre capacité à vous munir à la fois de ces outils, mais aussi d'expertise pour gérer les aberrations. C'est la limite de l'exercice. Et ces écueils peuvent être importants, donc il faut pouvoir obtenir quelque chose de tangible. Donc, concernant le fameux benchmark, c'est devenu un réflexe. On vous invite à la prudence pour ne pas surréagir et en tout cas ne pas réagir trop vite auprès de l'administration et ne pas soulever d'éventuels risques de redressement caché dans les bases d'imposition de votre parc immobilier, mais au contraire, réagir méthodiquement en vue de corriger ce qui peut l'être sans risque. Pour rappel, il y a ce sur quoi on peut pas agir en tant que redevable, donc les taux, et vous avez en effet la possibilité de vérifier ou faire vérifier si le poids de vos taxes au mètre carré, ce qui est différent du taux, ne souffre pas d'anomalies particulières qui pourraient être corrigées à votre avantage. Mais pour cela, il faut pouvoir compter sur un benchmark, certes, mais dans la mesure où la base de données des benchmarks que vous utilisez puisse être suffisamment étoffée, pertinente et ne laisse pas cours à des aberrations par rapport à la situation réelle de vos locaux. C'est considéré comme étant complexe. Donc, les outils ne font pas tout. L'IA, pour les spécialistes parmi vous, je ne vous apprendrai rien. Points fondamentaux à rappeler pour la bonne utilisation de ces outils et de l'IA, c'est la définition précise des attentes, petit 1, avec les cas d'usage. Deuxièmement, bien comprendre la donnée pour bien la structurer, la stocker sous différents formats, Excel, SQL, etc. Et la géolocaliser. Cette notion de géolocalisation est très importante. Troisième point, intégrer des professionnels de la donnée dans les structures, des data miners, des data scientists, pour avoir la capacité de faire parler cette donnée et pouvoir l'enrichir, la visualiser, l'objectif étant de la rendre intelligible. Et enfin, je terminerai avec le suivi constant de ces data dans le temps. Je propose qu'on aille sur le slide suivant, Lorenza, pour revenir sur ce qu'il est facile d'observer. Dans la pratique, vous regardez naturellement le montant à payer. Donc là, c'est la partie supérieure d'un avis de taxe foncière qui vous indique que l'évolution des taux d'une année à l'autre sont évidents à observer. Je ne vais pas m'éterniser sur ce slide ni le suivant qui vous indique, par exemple, sur le cas qu'on vous montrait, qu'il y avait une évolution qu'on peut constater aussi sur d'autres localités. Avançons sur le slide suivant. Un rappel à court terme, il y a des grilles tarifaires qui évoluent constamment, tous les ans. Des coefficients de localisation qui, eux, évoluent tous les 2 ans. Une projection à moyen terme et à long terme qui est complexe, en tout cas, dont il est difficile de garantir l'intervention. On va avancer sur cette slide également, Lorenza, pour avoir le temps d'aborder les outils. Sur cette slide, très rapidement, vous avez l'illustration de ce que peut représenter l'impact concret de la fin des mécanismes. Et c'est un exemple concret d'évolution des taxes à l'avantage du contribuable ici, puisque les taxes baissent. On a pris une commune avec des taux d'imposition qui ont peu évolué, sans modification du coefficient de localisation. Par exemple, en 2016, avant révision, une taxe de 339 K. En 2017, première année de mise en place de la révision,
334 cas avec un premier pas de lissage à moins 6 700 €. En 2024, la dernière imposition à date, une taxe foncière de 295. Elle continue de descendre avec la logique d'un lissage négatif. On voit que la cotisation se rapproche de plus en plus de la cotisation lissée, ce qui est également logique puisqu'on s'approche de l'année 2026. Donc l'année 2025, je vous le rappelle, sera le dernier pas de lissage. Et en 2026, à la fin de ce mécanisme, la taxe sera de 211 cas. Donc, vous mesurez ici la difficulté de faire des projections et les outils sont difficiles à développer en conséquence. Sur le slide suivant, je vous évoque le baromètre qui illustre ce qui est possible de faire en termes d'études comparatives. Donc, on peut, en calculant un coût de taxe foncière en mètre carré, et le comparer, on va dire, correctement avec une première approche de son niveau de taxation. C'est un baromètre qu'on édite depuis de nombreuses années désormais, bientôt la 16e édition. On avait en 2023 des coûts médians sur la France. Je vous laisse prendre lecture des différents coûts contenus dans ce baromètre. On va aller sur le... Alors, sachez quand même que là, ce sont des grands chiffres et qu'il faut aller au niveau local pour avoir une vision plus précise. Hein. C'est ce qu'on propose. Et évidemment, avec toujours les limites de l'exercice, elles sont multiples, et notamment avec les exonérations éventuellement appliquées, notamment les exonérations de TOM qui viennent un peu trahir la pertinence de cette lecture. Donc, vous avez sur ce baromètre une vue nationale sur les typologies tertiaires des bureaux. On peut aller sur la suivante également, sur les commerces, sur la suivante avec les entrepôts. Je vais pas m'attarder sur ces slides, on est à votre disposition pour répondre à des questions. Simplement sur la suivante, je vous introduis et je vous fais part de l'existence de ce que l'on considère comme l'extension du baromètre historiquement établi par Hemming, donc s'agissant de ce système d'information géographique, Hemming Map, qui agrège une cinquantaine de couches d'informations correspondant notamment à une partie des critères évoqués précédemment, avec une connexion en temps réel permanente à toutes les données accessibles, que ce soit au niveau de l'administration fiscale, des collectivités, des entreprises, avec l'agrégation d'informations transmises en termes d'affectation, de surface, etc. Et enfin, la couche d'informations qui correspond à la base de données constamment alimentée par les experts d'Hemming, et qui permet de calquer toutes les informations, qui permettent d'avoir une lecture suffisante pour identifier d'éventuelles anomalies, qu'elles soient en faveur des redevables ou en défaveur, pour pouvoir budgéter, anticiper et budgéter des risques. En termes de conduite financière, c'est très important. Sur la slide suivante, nous vous avons mis une copie d'écran du dernier icône que vous voyez en bas à gauche de la slide, donc s'agissant des couches d'information, donc sur le volet fiscal, vous avez notamment une représentation de la sectorisation économique qui a été créée en 2017, et la possibilité sur ce système d'information de venir observer les coefficients de localisation éventuellement appliqués sur les parcelles d'assises de votre immobilier, donc avec justement un référencement à la parcelle. Donc la possibilité d'aller observer un nombre appréciable de couches d'informations, millésime par millésime, pour en observer l'évolution et l'impact que ça pourrait avoir sur vos taxes. Sur la slide suivante, nous vous affichons justement ce qui correspond à l'extension du baromètre évoqué tout à l'heure, donc avec une vue dynamique, millésime par millésime, typologie de taxes, enfin, typologie d'actifs par typologie d'actifs, donc s'agissant de la taxe foncière, et avec une possibilité de zoomer sur les quartiers. Je vous informe à ce sujet que l'échantillon qui nous permet de
traduire notre base de données en coût médian. Cet échantillon grossit d'année en année, il nous permet d'améliorer la qualité de cette data et de songer et de mettre en place des coefficients, des indices de confiance, je dirais, sur ces coûts médians. Avant de laisser la parole à Marie-Christine, on va aller sur les 4 points de rappel. On n'est pas obligé de s'éterniser, hein, les points de principe. Et je propose à Marie-Christine de prendre le relais. Merci à tous. Donc, alors si on peut voir la slide suivante, vous l'avez. L'enjeu pour vous, responsable de immobilier, c'est d'avoir la capacité à construire votre SI qui prenne en compte un peu toutes les composantes du métier, que ça aille de la description de vos bâtiments, en passant par la description cadastrale, les équipements qui peuvent exister. Et à ce titre, ce qu'on pense, c'est que les données fiscales font partie des variables qui peuvent être intéressantes à avoir pour un asset manager, pour un promoteur, de manière à quelque part bien anticiper éventuellement ces lieux d'implantation, qu'ils soient en location ou en achat, et puis quelque part avoir une gestion au fil de l'eau et des anticipations d'achat-vente en fonction de ce qui se passe. C'est pour ça que sur la marketplace Real Data, vous trouverez une offre fiscalité. Alors, toutes les offres présentes sur la marketplace se présentent sont sous la forme d'un petit résumé que vous avez pu voir au début de ma présentation et d'une fiche produit détaillée. Cette fiche produit détaillée est accessible quand vous avez créé un compte, c'est entièrement gratuit. Et dans cette fiche détaillée, vous allez pouvoir avoir une petite photo présentant l'application, une description. Et un point important pour nous, c'est tout un laïus sur la source de la donnée, de manière à vous rendre compte de la fiabilité de ce qui vous est proposé. Est-ce que ce sont des données brutes? Est-ce que ce sont des données estimées, des données modélisées par l'IA? Puis vous avez des notions de prix, alors soit des prix affichés, soit une notion à partir d'eux. Et vous avez la capacité, comme c'est montré sur la droite, de rentrer en relation avec le vendeur. Là, en l'occurrence, vous pourriez aller poser, je vois qu'on a une question auquel on aura à remplir. Cette question pourrait être formulée sur l'iMarketplace dans les questions. Vous avez aussi capacité à demander des devis. Donc sur Hemming, ce que nous avons discuté avec Pascal, aujourd'hui, vous avez accès, la solution SaaS est présentée sur la marketplace. Demain, on va y rajouter des fichiers de taxes locales qui vous permettront, sur la base de votre SI existant, de votre SIG, d'incorporer la dimension taxe locale sans forcément avoir à prendre toute l'appli digitale. Et puis, Pascal va aussi y mettre les résultats du paramètre en open data. Donc moi, ce que je vous incite, c'est vraiment à consulter, c'est vraiment sans engagement tout ce que nous avons sur la marketplace. Pour cela, il suffit de créer un compte. Pour créer un compte, c'est gratuit. Nom, prénom, email professionnel, nom de la société, et ça y est, votre compte est créé. Voilà. Et puis, je reste à votre disposition pour toute question par mail, par zone contact sur la messagerie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Christine, merci Pascal pour votre présentation ainsi que vos explications. Alors, nous avons exactement 5 minutes pour répondre aux questions. Donc, alors, nous en Alors, je vois avons qu'on en a une. deux, On en a, Lorenza. oui, Trois oui, même. on a une première. Donc, pour la taxe foncière, il est souvent très difficile d'obtenir le calcul de l'administration de la valeur locative. Que faire dans ce cas? Comment vérifier cette valeur? Alors, en effet, il est difficile d'obtenir ce détail. Toutefois, il y a des améliorations en termes de communication de la part de l'administration, puisque celle-ci vous invite à faire recours à la plateforme impôt.gouv, donc et la messagerie sécurisée qu'elle recèle, et donc pour formuler vos demandes qui normalement sont suivies de réponses plus diligentes de la part de l'administration.
Sans effectivement ce détail du calcul des bases d'imposition actuelles, il est difficile de cerner précisément quelles seraient les sources d'une éventuelle anomalie que vous détectez en faisant recours avec des outils de benchmark comme on vient de vous présenter. Ça, c'est une certitude. Ça peut comporter un risque, en tout cas, que de solliciter l'administration sur une réclamation les yeux fermés. L'autre moyen consiste, dans la mesure où vous détenez l'expertise dans vos services, de procéder à une estimation indépendante, je dirais, indépendamment de toute chose réalisée par l'administration. Vous procédez ou vous faites procéder par un expert à une estimation de la taxe et pour obtenir un résultat qu'il s'agira de comparer avec celui qui figure sur votre avis de taxe foncière. Merci Pascal. Alors, comment expliquer des taxations aussi différentes pour des programmes immobiliers très proches géographiquement et par leur nature et surface? Alors ça, c'est une question, c'est un étonnement régulièrement exprimé. Ça peut s'expliquer soit par des natures des profils d'occupants différents, parce que là, c'est dans la question qui a été posée, je ne crois pas qu'on parle de qualité d'occupant, mais pour des qualités d'occupants comparables, il y a une année charnière qui est 2017, et en fonction que les locaux soient construits avant ou après, ils ne sont pas, leurs bases d'imposition ne sont pas calculées de la même manière. Pour les locaux anciens, les bases d'imposition restent rattachées quelque part au marché locatif 1970. Et donc, il y a la coexistence d'un principe d'évaluation historique, donc avec une valeur locative 70 et d'une valeur locative dite révisée, et les mécanismes d'atténuation des impacts que je vous ai longuement évoqués tout à l'heure. Donc, en effet, pour deux immeubles contigus, il peut y avoir des montants, des niveaux d'imposition très significatifs, bien que ce soit des immeubles jumeaux en fonction qu'ils soient construits avant ou après 2017. Merci Pascal. Nous avions une autre question, mais Marie-Christine y a déjà répondu, à savoir quel est le lien pour s'inscrire. Donc, si je vais à la slide suivante, vous avez effectivement le lien pour Real Data for Real Estate. Je pense que c'est bien affiché, oui. Nous n'avons plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais juste apporter une précision à la relecture de la question qui a été posée. Comment expliquer les taxations aussi différentes pour des programmes immobiliers très proches? Donc, quand on parle de programmes, là, vous allez me dire, effectivement, on parle d'immeubles récents. Donc, ils peuvent être proches géographiquement, mais pour autant se situer sur des secteurs économiques différents. Voilà. Donc, vous pouvez être pour deux immeubles très proches, récents, ils peuvent se trouver à la lisière d'un secteur économique auquel sont rattachés des tarifs par typologie, par catégorie de local, des tarifs différents. Ça peut être un élément, et puis il y a d'autres subtilités qui peuvent entrer en ligne de compte. Très bien, merci pour tes explications, Pascal. Alors effectivement, nous n'avons plus de questions, il nous reste 1 minute, mais nous tenons quand même à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous avez la moindre question ou bien voilà, le moindre besoin d'information, vous pouvez nous contacter, donc que ce soit Aiming, donc vous avez le site internet, mais aussi Real Data for Real Estate. Je pense que Marie-Christine se fera le plaisir de vous répondre et voilà, de vous répondre. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous disons à très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir à tous. Bonne journée.